Salut Romain, comment vas-tu? Salut Ulrich, ça va et toi? Très, très bien, très, très bien. Je suis content de t'avoir avec moi là ce soir pour ce live, pour cet épisode de podcast. Ça va être une discussion qui va être intéressante. D'ailleurs, quand j'ai annoncé l'épisode, hein, quand j'ai annoncé que j'allais t'accueillir, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient: «Ah ouais, ça va être un épisode qui va être assez sympa». Heu, alors juste avant qu'on plonge dans tous les sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui te connaîtraient pas, s'il te plaît? Déjà merci, moi aussi je suis très content d'être là. Je suis Romain Dominati, je suis, co-créateur de la page Les Ministres français sur X, qu'on anime depuis l'élection de Milei en Argentine. Moi j'ai vécu, 7 ans en Argentine. J'ai suivi de près, l'ascension de Milei et dès qu'il a été élu, est venue naturellement l'idée de relayer ce qui se passait en Argentine et de pouvoir aussi utiliser la philosophie, de Milei pour la retranscrire, en France et voilà et piocher, des solutions, ou en tout cas adapter les solutions miléistes à la situation, française. Le compte a bien pris, comme tu le disais, on est content, on a une belle communauté. Ce qui fait que, petit à petit, je me suis engagé de plus en plus dans, la défense des idées, de la liberté. Moi, je suis entrepreneur en France, je travaillais dans la promotion immobilière. Je parle au passé parce que je suis en plein changement professionnel, puisque je vais devenir, engagé à temps plein, on va dire, dans la bataille culturelle, pour, continuer à faire avancer ces idées, grâce, à l'appui du groupe de Éric Larchevêque, TBSO. Donc voilà, il y a tout un chamboulement en ce moment qui est très intéressant et j'espère participer à la petite, ébullition libérale qu'on ressent tous en ce moment. Ouais, la petite ébullition libérale qu'on ressent tous en ce moment, qui est bah, d'ailleurs, quand on est sur X, on a l'impression que la France, est prête pour les idées libérales. Enfin, moi, en tout cas, je c'est Ouais, comme mais ça que je bon. le ressens. Après, on est dans on est un peu dans notre sphère, c'est sûr, mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même des thématiques, enfin, tu vois, parler des idées libérales comme ça, même parler des idées libertariennes, il y a 4 5 ans en France, mais jamais de la vie, Bah, quoi, tu alors le mot qu'aujourd'hui, n'existait même pas. exactement. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un mot qui existe, c'est un mot qui est souvent repris, par les personnes, que ce soit par ceux qui sont convaincus de ces idées-là ou ceux qui sont absolument pas convaincus de ces idées-là. Donc on sent qu'il y a une sorte de ouais, c'est en train de percer un peu. Donc ça, c'est super intéressant. Et moi, l'épisode que j'ai envie de faire avec toi, c'est justement vraiment sur ce sujet-là. C'est le sujet de la bataille culturelle. C'est le sujet justement de la défense, de la promotion des idées libérales, hein, des idées même libertariennes en France, hein, parce que j'ai l'impression, moi, un boulevard qui est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se passer actuellement et qui vont se passer dans les mois, dans les années qui viennent, hein. Ça, enfin, j'en suis intimement convaincu. Et toi, tu t'engages, hein, tu l'as dit en introduction, tu es un entrepreneur, tu as vécu en Argentine, tu t'engages, beaucoup justement pour la promotion de ces idées-là. Et moi, j'ai envie de voilà, qu'on plonge dans ce sujet-là, c'est qu'on fasse une sorte de rapide état des lieux de où est-ce qu'on en est actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir? Comment est-ce que toi tu compares ce qui est le terrain français par rapport au terrain argentin? Parce que tu as vu l'ascension aussi de Javier Milei. Voilà, moi j'ai envie de piocher un peu ton cerveau et que tu nous aides à sonder un peu le marché français pour les idées libérales là. Ouais, avec plaisir, ouais. Évidemment, ça me passionne et tu le disais, c'est intéressant parce que j'ai même vu qu'il y a certaines, personnalités, de gauche, même élues, alors je me souviens plus laquelle c'est, je crois que c'est Chloé Ridel ou une autre, mais qui a carrément dénoncé: «Ouais, les libertariens, na 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 na». Là, c'est qu'on est en train de on est en train d'avancer. C'est le fameux truc, au début, on se moque de toi, puis on est contre toi, puis après tu gagnes. Bon, bah, là, on est peut-être à l'étape 2. Soyons optimistes en tout cas. Pour formuler un tout début de réponse qui se veut, voilà, volontairement, optimiste, c'est que, Milei justement il a un peu mis le feu aux poudres en fait. Il a créé une petite étincelle et on voit que depuis, ça se propage un peu partout et ça ne cesse de grandir. On a la chance de pas démarrer de zéro parce que justement contrairement à lui, on a un exemple, d'un libertarien au pouvoir qui fait ce que les autres qualifient de miracle. Nous, on sait que c'est pas un miracle, c'est que dès que tu mets plus de liberté dans une société, ben, ça marche mieux. Donc on peut pointer à chaque fois: «Ah oui, mais regardez maintenant».
Ils partaient de très loin et regardez ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est une grande aide et j'espère effectivement que, ça va faire un effet, boule de neige et qu'il y a d'autres responsables politiques dans le monde entier qui vont vouloir copier. Parce qu'en plus, on voit qu'ils gagnent dans les urnes, donc forcément, ils vont vouloir copier et s'ils sont non plus un, mais 3 ou 4, où ils ont appliqué un programme libéral et le pays, va de mieux en mieux, ben, c'est sûr que ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait observé quand Javier Milei a été élu, donc là, on était en novembre 2023. Tout le monde a été surpris déjà qu'un tel personnage puisse être élu par un peuple, hein, par un pays, hein. Quand tu connais un peu l'histoire de l'Argentine, tu te dis: «Bah, c'était la conséquence ultime de 50 ans de socialisme, de péronisme», donc c'était évident que ça allait se passer, d'une manière ou d'une autre. Enfin, tu vois, cette bascule vers des idées qui sont beaucoup moins socialistes ou moins beaucoup plus libérales. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, mais ça, c'est un peu la casquette, un peu économiste autrichien que je mets sur ma tête, c'est, heu, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné avec Millet, c'est qu'il a mis sur le devant de la scène, bah, justement les idées libérales, mais même les idées libertariennes, voire anarcho-capitalistes, hein, il cite, très fréquemment Hayek, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, et ce sont des économistes qui sont absolument inconnus en France. Et là, tu as le président d'une nation, sud-américaine qui en parle très ouvertement, et rien que ça force, tu vois, les politiques, ça force les journalistes à se réintéresser à ce corpus littéraire, à ces idées philosophiques, économiques, qui ont été totalement oubliées, et là, elles sont en train de refaire, moi j'ai l'impression, un retour assez fracassant, et c'est assez rafraîchissant, quoi. Donc ça, déjà, Mmh. rien que ça, c'est gagné, quoi. C'est incroyable. Surtout qu'il l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'il a toujours mélangé ce côté, très rock, presque injurieux, avec, des références, aux auteurs de l'école autrichienne. Donc i et en plus, il le fait très bien parce qu'à chaque fois, il prend un cas concret, il expose sa solution et il dit: «C'est comme disait, Rothbard» ou «C'est comme disait Mises dans son bouquin nin et l'autre en face, il a jamais entendu ou alors il a vaguement entendu, il sait que c'est un économiste un peu connu et il se dit: «Ouh là, il vient de me sortir une pointure, je peux plus répondre» et ça marche parce qu'il répète à chaque fois en fait qu'une phrase ou un concept clé, d'un auteur précis, mais il le répète en boucle et avec la répétition ça fait que les gens se disent: «Bon en fait, il a des bases théoriques très solides. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être m'y intéresser». Et en effet, je pense que c'est sa plus grande force parce que, bon, toi comme moi, on est convaincus. Donc, on sait, qu'une fois que tu as un peu plongé là-dedans, bah, en gros, tu as vu la vérité, quoi. Donc Mmh. il y a pas de retour parce qu'en gros, tu as compris comment ça marchait et tu vas pas changer d'avis, enfin, je pense que ni toi ni moi, Oui. dans notre vie, on va changer d'avis sur ces points-là, tu vois? C'est Non, non, tellement non. limpide que voilà. Hem, mais donc ça veut dire que chaque personne que tu arrives à convaincre, c'est gagné. Une personne qui a ouvert ne serait-ce qu'un bouquin, voilà, La route de la servitude, ça suffit, quoi. Tu convaincu à vie, donc quelque part, c'est même plus un électeur, milléiste, c'est un électeur libertarien que tu as verrouillé. Lui, il a grignoté alors. Il est pas tombé du ciel, hein, Milei, c'est pas, le conte de fées où il est arrivé de nulle part. Comme on le dit un peu trop souvent, il a mis quand même 10 ans de bataille culturelle intense pour que les gens s'intéressent à ces sujets-là. Mais pendant ces 10 ans et maintenant évidemment c'est exponentiel depuis qu'il a cette visibilité-là, il y a des milliers, des centaines de milliers d'Argentins qui ont lu eux aussi les textes. Alors ils sont pas devenus, économistes, ils ont pas lu tout ce que toi tu as lu, mais, ils ont lu un bouquin et maintenant ils sont convaincus et donc ça donne la certitude que tu auras toujours un bloc quelque part dans le pays qui fait, j'en sais rien, 10 15-20 de l'électorat, j'en sais rien, mais qui ne bougera jamais quoi et qui ne peut que grossir. Donc ça, c'est vrai que, c'est formidable. C'est sa plus grande victoire, je pense. Ouais, c'est la plus ouais. La manière dont moi je l'analyse, tu vois, c'est que, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Déjà d'une, et c'est aussi pourquoi je pense Mila il a bien percé. C'est que quand tu vas commencer à parler d'économie, surtout quand tu vas commencer à citer l'école, autrichienne, quand tu vas commencer à citer, des auteurs, libertariens, des libéraux, en fait, les 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 libéraux classiques, hein, les autrichiens, ils ont tellement la bonne vision de l'économie qui est en fait celle du bon sens, hein, que même les personnes qui ne connaissent rien à l'économie, qui ont pas fait une licence d'économie, un master d'économie, ils sentent intuitivement que
C'est vrai, ce qui est dit. C'est oui, c'est l'action humaine, c'est oui, forcément que les impôts, c'est gaspillé. Enfin, tu vois, il y a une sorte de bon sens, populaire qui connecte très, très rapidement et très facilement avec les idées, libérales et c'est pas anormal parce que justement ce sont les bonnes et les vraies idées. Tu sais, il y a pas besoin de grands sophismes, il y a pas besoin de grandes études, il y a pas besoin de Pas besoin de grands graphisme non plus, il y a ouais, pas besoin de totalement. courbes, d'équations, de machin, il y a rien. C'est que du bon sens, c'est une suite logique de bon sens. Exactement, ouais et ça, c'est essentiel parce que ce bon sens économique, il prend comme un feu de paille justement dans la population et c'est ça qui manque justement en France et c'est comme ça que moi j'ai analysé, toi, par exemple, l'épisode des gilets jaunes ou même, avant ça, l'épisode des 80 kilomètres/heure d'Édouard Philippe. Tu sais, les gens en leur fort intérieur, ils sentaient qu'il y avait un truc qui allait pas, tu sais? Ils sentaient qu'il y avait trop d'État, l'État essayait de les ralentir, il y avait un truc qui allait pas, sauf qu'ils avaient pas en parallèle de ça cette entre guillemets «élite intellectuelle», je mets beaucoup de guillemets, hein, mais cette élite intellectuelle qui va justement leur parler un peu comme Javier Milei a réussi à parler aux Argentins, en leur disant que: «Oui, vous avez, comment dire? Vous avez raison d'être en colère, mais non, attention, ce que vous pensez être la solution, c'est-à-dire plus d'État, est en fait la mauvaise des solutions et mais il faut juste expliquer aux gens cela», tu vois? Et toi, l'Argentin, alors moi je suis jamais allé en Argentine, toi tu y as vécu 7 ans, moi je suis jamais j'ai même jamais mis un pied là-bas, mais j'ai l'impression un peu que l'Argentin, c'est un peu une sorte de Français, toi, d'Amérique du Sud où, Bien sûr. le l'intuition, c'est l'État, mais pas forcément. Non, non, mais bien sûr, les parallèles sont très nombreux entre les 2 pays, hein, d'ailleurs, ils s'en sont jamais cachés, les Argentins, ils ont sont pris la France comme modèle, et pour avoir vécu là-bas, ouais, tu as les mêmes réflexes et tu as les mêmes, le même, socialisme ancré profondément dans la population où tu sais, c'est genre, admis, quoi. Et donc honnêtement, j'avais pas beaucoup d'espoir non plus pour l'Argentine, quelques années auparavant, hein. D'ailleurs, je suis parti en partie pour ça. Je suis parti parce que bon, j'ai eu mon premier enfant là-bas, donc une fois que tu as un enfant, tu as envie de te rapprocher de ta famille et l'Argentine, c'est quand même très, très loin, donc avec ma femme, on a décidé de rentrer, mais aussi parce que je ne supportais plus, faire du business là-bas. C'était impossible. C'était une bureaucratie à un niveau qu'on peut même pas imaginer. C'est-à-dire encore pire que nous et avec un mélange entre corruption, inefficacité, bureaucratie, complètement dingue, qui faisait que tu te disais: «Bon, le pays, il est condamné, ils s'en sortiront pas, quoi». Et finalement, bah, si, finalement si. Alors mon regret, c'est que je suis parti, Milei était déjà en train de devenir, connu médiatiquement, mais moi je l'ai pas connu. Ça c'est mon grand regret, c'est qu'en plus je suis parti à l'époque où il commençait à faire sa pièce de théâtre. Tu vois, j'aurais bien aimé aller voir la pièce de théâtre où il détruit une banque centrale avec, une batte de baseball, parce que du coup j'ai vu que des extraits sur YouTube et ça avait l'air vraiment fantastique. Mais il commençait à accélérer, on va dire, sa bataille culturelle où il sortait du cercle purement universitaire, faire le show, quoi. Mais donc effectivement, il a réussi. Il a réussi, donc il y a de l'espoir pour tout le monde parce que si eux ont réussi à sortir du socialisme, c'est-à-dire que n'importe quel pays encrassé, dans le collectivisme, peut s'en sortir. Mmh. Ouais, totalement, ouais, totalement. Moi aussi, ce qui me frappe avec l'Argentine et ça, c'est la grande différence avec la France, hein, c'est que l'Argentine, c'est encore un pays qui est relativement jeune. La moyenne d'âge, je crois, là-bas, c'est 33 ou 34 ans, alors qu'en France, on a une moyenne d'âge à autour des 45 ans de la population. Et cette différence d'âge, elle est pas anodine, hein, parce que forcément, une population plus jeune va plus facilement voter aussi pour des idées plus radicales, alors qu'une population plus âgée, où la majorité du corps électoral est composée justement de retraités, là, on va avoir un vote beaucoup plus conservateur. Donc après, je sais pas toi comment tu l'analyses ça? Parce j'ai l'impression que moi la tâche, ne serait-ce que par rapport à ça, par rapport à la composition du corps électoral, ça fait que la tâche en France, elle est quasiment, enfin, elle est carrément enfin, c'est herculéen. Elle est herculéenne. Alors c'est vrai, ce que tu pointes est tout à fait vrai, puisqu'en plus, Milei, c'est vraiment au départ le candidat des jeunes, hein. Au tout départ, c'est vraiment des très jeunes, c'est-à-dire des 17-18 ans qui le suivent et qui le rendent connu. Donc il y a un phénomène où, les très jeunes parlent de Milei à leurs parents et ensuite les parents, commencent à connaître le bonhomme à la télé,
mais au départ, ça part vraiment des étudiants, quoi. Donc ça, c'est sûr que, on part avec un handicap là-dessus. Après, il faut aussi voir que, ils gagnent parce qu'il y a un rejet massif de la population envers les têtes qu'ils ont toujours vues. Et ça, pour le coup, on a quelque chose de similaire en France, je trouve. C'est-à-dire qu'on a la même classe politique en boucle depuis des décennies. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général, je sais plus à combien on est, mais je crois que c'est 80 des Français qui ne font plus confiance aux responsables politiques. Donc voilà, on y est, quoi. Donc finalement, quelqu'un qui a pas, non plus, énormément de soutien peut gagner. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'être, une figure du changement face à quelqu'un qu'on veut plus voir, quoi. Et ça, c'est faisable. On est dans un marasme, pas économique, pas encore, similaire à celui de l'Argentine. Par contre, politique, oui. Même si on n'a pas la corruption, qui est à la vue de tous comme c'était en Argentine où là, bon, ils faisaient carrément n'importe quoi et tout le monde le savait. Nous, c'est plus insidieux, c'est plus fin, mais il y a ce même rejet de la caste et ça, c'est le message qui l'a fait gagner, en fait, hein. C'est un truc un peu instinctif, quoi. Tu as envie de Mmh. pointer du doigt, un groupe responsable pour, le mal-être du pays. Ça, on l'a. Finalement, si on a ça, ça veut dire que même des gens moins jeunes peuvent faire un vote un peu radical parce que, ben, ils en ont plus que marre. Mmh. Donc le terreau est fertile. Après, je dis pas que j'ai de grands espoirs pour 2027 malheureusement. C'est un peu proche comme date, mais quand même, effectivement, il y a des similarités et j'espère que, ben, comme tu l'as dit au départ, j'espère qu'en gros, la vérité finira par triompher, quoi. Parce que c'est un peu Mmh. ça l'espoir libertarien. C'est qu'on se dit: «Bon, bah, nous, on est dans le camp de la vérité» et il y a bien un moment où les hommes, embrassent la vérité. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça finit toujours comme ça. Voilà, donc on espère le voir. Non, tu as totalement raison, c'est un peu d'ailleurs la marque un peu des idées libertariennes et libérales, c'est qu'on sait qu'on a raison. On sait pas dans combien de temps on va nous donner raison. Tu vois, c'est c'est la petite nuance, tu vois? Quand tu avais Ludwig von Mises qui prouvait, théoriquement l'impossibilité du calcul économique au régime soviétique ou même socialiste en général en 1920 dans son article, après en 22 dans son livre Socialisme. À cette époque, on est encore en pleine guerre, civile, en Russie. Donc c'est-à-dire que l'Union soviétique n'est pas encore assise, n'a pas encore le pouvoir en Union soviétique, mais avant même que l'Union soviétique, se crée réellement, Mises avait prouvé justement théoriquement que ça allait pas pouvoir durer. Sauf qu'il a fallu attendre 70 ans, justement pour qu'on vienne lui donner raison, à 70 ans, 1991, pour que justement on se rende compte qu'une économie planifiée, totalement administrée, socialisée, ça ne peut pas fonctionner. Mais tu vois, mais il a eu raison, mais il l'a pas vu de son vivant. Donc sur une période de temps suffisamment longue, on donnera raison quoi qu'il arrive aux idées libérales et libertariennes. Ah, c'est juste que voilà, faut être patient. Faut être patient, mais c'est un peu notre lanterne et notre phare, hein. Cette On vérité essaye d'être des accélérateurs à notre oui, manière. totalement, ouais. Est-ce que c'est pas Mélenchon l'accélérateur, le meilleur accélérateur? Justement, ouais. Peut-être, peut-être. Tu en penses quoi toi Franchement, mais justement de bien malin qui peut prédire ce qui va se passer étant donné qu'il y a à peu près, 1000 candidats, que, ça peut encore changer, du tout au tout. Qu'effectivement, il y a plusieurs, en gros, scénarios, possibles, hein. L'un est que Mélenchon gagne et qu'on accélère encore plus dans le mur, enfin, qu'on se le prenne tout de suite. Hem, Certains disent que c'est la seule solution. Moi, j'espère pas quand même. J'espère pas parce que, même si bon, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé en Argentine. C'est-à-dire que, non seulement ils allaient faire faillite à 2 mois près, mais en plus, ils avaient déjà connu la faillite plusieurs fois. Donc ils ont dû faire faillite plusieurs fois avant de voter pour un fou, libertarien, quoi. Donc quand tu vois ce que ça fait dans la vie réelle, c'est-à-dire que, met 10 ans à s'en remettre, les gens ont faim, enfin voilà, c'est pas drôle, quoi. Donc c'est pas la voie souhaitable. Et peut-être qu'il y aura un rebond d'une autre manière, ou peut-être tout simplement et moi c'est ce que je pense, hein, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en fait le scénario le plus probable, c'est que
j'en sais rien qui va gagner, que ce soit, Bardella ou, Édouard Philippe ou, j'en sais rien. Mais qu'en tout cas et les idées libérales aient assez avancé pour qu'il y ait plusieurs responsables politiques qui les aient, prises à bras-le-corps et qui les revendiquent et qui en font un étendard pour leur électorat qu'ils représentent et donc que le gagnant, quel qu'il soit obligé de composer avec, quoi. Heu, pas exactement la forme que ça peut prendre, mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire que soit c'est quelques députés qui forment un groupe, soit c'est un ou 2 députés au sein de chaque groupe qui se revendiquent comme libéraux. Hem et donc qu'il y ait un mini contre-pouvoir qui dise: «OK, non, ça non, on valide pas et sans nous, ben, vous avez besoin de nous, quoi». Ça peut suffire, non pas à faire un coup de tronçonneuse évidemment, mais au moins à essayer d'aiguiller le vainqueur vers un truc pas trop catastrophique parce que, pour l'instant, ils le sont tous. Ils sont tous catastrophiques. Donc Ouais, c'est ce que franchement, un dit, autre, ça va être dur. ouais. C'est ce que dit Lilian dans le chat, en fait. C'est le plus important, c'est de décaler la fenêtre d'Overton vers les C'est idées ça, libérales et c'est ça. petit à petit, justement, tirer le narratif, les idées, le discours vers nous. De toute façon, c'est ce qui est en train de se passer, hein. On parle beaucoup, c'est ce que je disais en introduction, on parle beaucoup plus de ces idées-là qu'avant. Il y a des mots comme, libertarien qui, il y a 5 ans, personne n'en avait entendu parler. Aujourd'hui, dans tous les journaux, on en parle. Donc c'est en train de se passer, enfin, est-ce que ça va arriver vite ou pas? Ça, on ne sait pas. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, tu vois, c'est que, est-ce qu'on aura une sortie par le haut, justement, de ce marasme ambiant, c'est-à-dire par les urnes? Moi, j'y crois pas tellement, hein, pour être honnête, hein. Je pense que le corps politique français, il est encore très, 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 matrixé à gauche dans les idées socialistes. Même les «libéraux» entre guillemets de droite, hein, même le Rassemblement national, hein, tous les partis politiques en France aujourd'hui sont socialistes, hein. Ça voilà, ça faut que tout le monde vraiment l'intègre, bel et bien et en fait, moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu notre boulot, ce qu'on fait nous, tu vois, sur les réseaux sociaux, dans la sphère publique, hein. C'est qu'on essaie de diffuser les bonnes idées libérales. C'est-à-dire pas le libéralisme totalement, abâtardi actuel, hein, c'est-à-dire celle la démocratie libérale et cetera. En fait, plus les vraies idées libérales dans le sens classique du terme. Parce que c'est un peu une sorte de reconquête du champ sémantique, du champ conceptuel, du champ philosophique, hein, qu'il faut d'abord entamer avant de se lancer dans la conquête politique. Il faut se réapproprier les mots, il faut se réapproprier les idées, parce que c'est des mots qui ont été totalement dévoyés aujourd'hui et quand tu vois aujourd'hui des libéraux qui sont des socialistes, vraiment à fond, qui se réclament libéraux, moi ça me fait toujours rire, quoi. Donc Mmh, c'est, mmh. Après, je fais pas non plus un blocage là-dessus parce que, quelque part, bon, bah et s'ils ont réussi, à détourner le mot, ils ont réussi, quoi. Ce qui est important, par contre, c'est de parler de thèmes, auxquels tout le monde peut se rattacher, donc la liberté, l'individu, le fait que, l'État est par nature inefficient et donc que c'est pas ça la bonne solution, le portefeuille des gens, tu vois? Des mmh, trucs vraiment concrets qui parlent à tout le monde. Je pense heureusement le mot liberté, il a pas encore été dévoyé. Parler de On parle des libertés, il y a pas des libertés, il y a une liberté, mais bon, les gens savent de quoi on parle, tu vois? Et c'est un mot, positif, et il continue à aller dans notre sens. C'est-à-dire que si normalement tu défends la liberté, quelqu'un qui se réclame de défendre la liberté, bon, bah, très vite, tu peux lui faire dire quelque chose qui va dans notre sens parce qu'il peut pas le retourner ce mot-là. Donc je pense que si, en fait, tu as un nombre croissant de gens qui revendiquent, qu'il faut de la liberté pour avoir de la prospérité, parce que c'est voilà, c'est vraiment ça notre base, quoi. Alors, tu auras naturellement des responsables politiques qui vont reprendre ce concept tout simple. Même s'ils le comprennent pas, même si enfin, tu vois? mmh. Même s'ils ont pas de colonne vertébrale libérale comme on aimerait qu'ils l'aient, ils vont dire: «Ah tiens, c'est ça que les gens ils veulent entendre? Eh ben, vas-y, je vais en rajouter une couche». Et là, on commencera à gagner. Hem, Parce qu'il faut pas, enfin moi je veux bien rêver avec toi. Je sais que toi aussi tu es féru de de théories, libertariennes, approfondies et précises. Donc c'est toujours, plaisant de tu vois, de rêver une utopie, d'un monde libre. Mais faut pas rêver, ça arrivera pas, c'est probablement pas de notre vivant. En attendant, on peut, placer le curseur vers toujours plus de liberté individuelle
et on sait qu'on est le pays le plus collectiviste au monde et donc que tout pas qu'on fait vers la liberté, aura des effets bénéfiques immédiats, quoi. On peut faire Enfin, que mieux quelque part, mmh. Ah bah, en oui, France. ça Ouais, non mais c'est vrai, tu l'as dit, tout le monde est socialiste donc oui, c'est sûr. Oui, là, c'est vrai que là, on peut faire que mieux. Alors, on peut aller vers pire aussi, hein, malheureusement, ça faut pas l'oublier, hein, ça c'est toujours possible. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce que tu dis, toi, c'est que, on des fois, tu sais, on peut dire: «Oui, vous prêchez dans le vide», hein. C'est-à-dire que les Français sont tellement socialisés, ils ont tellement l'esprit qui est étatisé même que prêcher ces idées-là, c'est vraiment prêcher dans le vide. Mais moi, je leur dis toujours non parce qu'en fait, ouais, il suffit que la bonne personne écoute, hein, et des fois, il faut pas il faut pas convaincre tout le monde, il faut juste convaincre les bonnes personnes. Moi, c'est comme ça que je vois un peu ma mission d'évangéliste de ces idées-là. C'est qu'il faut la bonne personne qui se saisisse des bonnes références, des bonnes définitions, des bonnes, ouais, des bonnes définitions de ce que représente la liberté, l'importance de la propriété, des échanges libres. Tu vois? Il faut que les bonnes personnes se saisissent vraiment de ces bons concepts-là pour justement faire avancer les choses. Et moi, une chose aussi auquel je crois moi profondément, c'est que peut-être qu'on n'aura pas une sortie par le haut, tu vois? Mais peut-être qu'on va aussi permettre des sorties latérales du système. Je m'explique, dans le sens où, tu vois, quand tu lis des grands historiens, libéraux, autrichiens, tout ça, ils vont te dire que quand tu prends en fait l'histoire, du libéralisme, hein, d'ailleurs même le libéralisme français de l'école française du 19e siècle, hein, leur combat à eux, c'était pas forcément tellement un combat contre l'État, c'était un combat pour prouver qu'il y a des institutions qui précèdent l'État, il y a des institutions qui vivent en parallèle de l'État, qui n'ont pas besoin de lui et qui lui survivront. Tu vois, c'est un peu ça le combat libéral, c'est pas tellement être anti-étatiste primaire, c'est justement prouver qu'il y a pas que l'État n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie des individus. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce que toi, quand tu vas diffuser les idées libérales, si les personnes se rendent compte de ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'organiser d'une manière différente. Ils n'ont pas à attendre tout de l'État, ils peuvent s'organiser, déjà croire en eux en tant qu'individus, croire en leur famille, leur communauté, refaire famille. Rien que ça, ce sont des idées libérales qui gagnent, toi. Si on avance comme ça, déjà on gagne, sans forcément mettre la main sur l'appareil étatique. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, oui. mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, souvent, on nous reproche de dire, «Bah, oui, mais vous, vous rêvez d'un monde sans État, vous êtes anarchiste et puis, tout le monde aura des fusils et ce sera le chaos partout». Alors que pas du tout. C'est juste que les gens sont tellement, ancrés dans l'étatisme qu'ils ne voient que ce mode-là pour organiser la société. Alors qu'effectivement, on peut prouver et d'ailleurs, je le fais parfois, avec, des proches ou des gens avec qui je discute, tu vois? J'essaye de leur, challenger un petit peu, de manière, amusante en disant: «Mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais à 95 tu vis déjà dans un monde anarcho-capitaliste. Quand tu as été acheter ton pain, tu as pas agressé la boulangère pour lui prendre la baguette, quoi. Vous avez fait un échange volontaire, là». Et c'est vrai qu'en fait, tu as raison de mettre l'accent là-dessus parce qu'on pourrait même dire aux gens, et c'est la vérité, que sans État, en fait, le quotidien, il changerait pas énormément. Parce qu'on fait déjà tous, sans cesse des calculs et des contrats d'individu à individu. C'est juste qu'à chaque fois, on a cet intermédiaire encombrant qui se met, dans nos pattes. Mais c'est vrai qu'on s'organiserait très probablement pour beaucoup de choses de la même manière qu'on est organisé aujourd'hui, quoi. Tu vois, les gens, ils te disent, «Oui, mais alors, comment tu ferais? C'est sûr qu'il y aurait une usine pétrochimique qui viendrait s'installer sous ma fenêtre». Bah non, en fait. Sinon, les humains, on a mis une usine pétrochimique bien loin de tout le monde. C'est enfin, si l'État a dit que c'était cette zone-là qui était réservée aux usines pétrochimiques, c'est tout simplement parce que, bah, l'ensemble de la société est d'accord pour dire qu'il vaut mieux qu'elle soit là-bas qu'en plein centre-ville et ce serait exactement la même chose, la décision serait la même, qu'elle soit centralisée ou pas, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de montrer ça et hem, moi, je crois beaucoup à des exemples concrets d'entrepreneurs qui pourraient apporter ce genre de solution. Qui pourrait, en gros développer, un produit, une app, quelque chose où les gens peuvent s'organiser eux-mêmes. Je sais pas moi, faire un truc circuit court où tu peux aller acheter au gars qui produit, ses œufs, parce qu'en fait tu savais pas, mais il est à 50 mètres de chez toi. Si tu vas, lui acheter, directement les œufs, en cash, bon bah, au moins, tout le monde a évité la ponction étatique au milieu, quoi. Ce genre de solution pourrait faire beaucoup de bien, effectivement. mmh. De toute façon, il y a pas de problème, il y a que des solutions qui seront trouvées par le marché de manière spontanée.
Ça, c'est comme tu dis, hein, t toi, tu prends l'exemple de la boulangère, hein, pour vraiment que les gens comprennent pourquoi, d'ailleurs l'échange est toujours bénéfique, hein. Toi, l'exemple du boulanger, moi, je l'aime beaucoup parce que quand tu vas acheter ta baguette, hein, toi, en tant que consommateur, acheteur, tu préfères la baguette à ton argent et elle, la boulangère, va préférer ton argent à sa baguette et c'est comme ça, en fait, que tous les échanges sont toujours des jeux à somme positive. Il y a personne qui perd, il y a que des gagnants et à partir de cette simple vérité que les individus, d'ailleurs, vont incorporer assez intuitivement, encore une fois, hein, ils vont très vite comprendre que coopérer est supérieur à la prédation. C'est-à-dire d'aller voler la baguette à la boulangère et petit à petit, c'est comme ça, en fait, que ce que disait Bastien, les harmonies économiques vont se mettre en place, quoi. C'est-à-dire qu'on va plutôt coopérer plutôt qu'aller voler, la baguette, de la boulangère et heu et tu vois, moi, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup. Ça, c'est souvent des exemples imagés, mais qui sont profondément vrais parce que tu peux les transposer, en fait, à l'échelle de la société, tu vois? Quand tu prends comment fonctionne une cuisine, hein, dans un restaurant. Toi, tu as le chef, tu as les commis de cuisine, tu as ceux qui vont faire la plonge, tu as les serveurs et cetera. C'est la division du travail qui se met naturellement en place et les commis de cuisine ou ceux qui vont faire le service ou la vaisselle, ils ont bien compris qu'ils ont tout intérêt à ce que ce soit le chef, hein, qui coordonne et qui fasse les plats parce que les gens viennent bouffer pour justement sa compétence à lui et ils intègrent en ça de manière assez intuitive et ils vont justement se diviser le travail pour libérer le maximum de temps, d'énergie au chef pour qu'il puisse faire justement ce qu'il sait faire de mieux et toi, cet petit exemple-là, que tu retrouves à des micro-échelles ici et là, et ben, c'est largement transposable à ce qu'est le marché. C'est largement transposable à comment fonctionne l'être humain et en effet, il n'y a pas besoin d'un État qui va diriger et qui va dire: «Toi, c'est toi qui seras le chef, toi, c'est toi qui vas faire la planche». Non, on voit très bien quelles sont les compétences des uns et des autres et naturellement, ça se met en place voilà, donc ça c'est une chose qui est importante parce que les idées libérales, elles ne vont pas uniquement gagner uniquement via le vote électoral, via la structure d'État, mais elles vont gagner aussi sur tout le reste. Et ça, c'est pour ça que je suis content de t'avoir avec moi parce que ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Plus d'ailleurs, je pense que n'importe qui en France actuellement, c'est que tu vas organiser des événements libéraux. Tu vas justement essayer de mettre en relation des libéraux entre eux pour déjà se faire rencontrer les uns les autres. Ça, c'est très important et commencer en fait à créer une sorte de sentiment de communauté pour dire: «Bah, en fait, on n'est pas seul, nous sommes plusieurs, bien plus qu'on peut le croire» et faire justement communauté de cette manière-là, c'est déjà en quelque sorte gagner la bataille culturelle. Est-ce que tu veux nous en parler justement un peu de tout ce que tu fais, de l'importance que tu peux accorder à tous ces petits projets, mais qui sont essentiels? Ouais, ouais, bah, merci d'en parler. Effectivement, j'essaye de m'inscrire dans tous les petits courants et initiatives, libérales, qu'il y a. Il y en a pas mal. Je continue à en découvrir. C'est bien, c'est une bonne chose parce qu'en fait, on se rend compte que, soit par corps de métier, soit par région, soit, parce que par réseau professionnel, il y a des gens qui forment une association, un club. Il y a plein de petites initiatives privées qui viennent très souvent d'entrepreneurs, pour, faire circuler les idées libérales, essayer de les mettre en avant, d'avoir une influence sur la presse, d'avoir une influence sur les décideurs. Mais comme tu disais, c'est éparpillé, c'est semé un peu partout et on a, des années, des décennies de retard sur, l'organisation de la gauche, qui elle parvient très, très bien à fédérer toutes ces petites entités. Quand il y a un moment où il faut parler d'un sujet, ils arrivent à tous s'en emparer et à marteler en même temps et on voit des déferlantes partout. Bon, alors évidemment, eux, ils ont accès à l'argent public illimité donc ça aide. Et depuis longtemps. Mais voilà, on a beaucoup à apprendre de cette organisation. C'est pour ça que j'essaye. Alors je suis pas le seul du tout, hein, c'est flatteur ce que tu disais, mais heureusement il y en a plein qui essayent de créer des ponts, entre ces petites, communautés. Donc on a notamment organisé plusieurs, éditions de la Nuit de la Liberté, pour faire parler des acteurs qui viennent de chacune de ces chapelles libérales différentes. Ça fait que naturellement on se rencontre. Moi-même, j'ai rencontré plein de gens grâce à ça et avec des initiatives très intéressantes et parfois, assez ambitieuses. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont chauds, quoi. Tu as des entrepreneurs qui sont prêts à mettre, vraiment beaucoup d'argent sur la table pour faire avancer les choses. Mais s'ils le font seuls dans leur coin, ça va vite se limiter à pas grand-chose parce qu'en plus, ils ont pas, le temps et l'organisation pour faire, du lobbying ou de la politique. Parce que c'est de la politique, hein, même si c'est pas de la politique électorale, c'est de la politique, à temps plein. Heu, donc en plus de cela, grâce à multiplier, bah, ces rencontres et ces initiatives,
j'ai eu la chance de rencontrer, ouais, il y a, bah, un peu plus d'1 an maintenant, Éric Larchevêque. Je sais que tu l'as croisé aussi, qui est un de ces entrepreneurs dont je parlais, qui est très motivé à l'idée de faire avancer les idées libérales parce qu'il sent bien que, bah, le pays qu'il aime et dans lequel il a grandi est en train d'étouffer. Je pense aussi, tu vois, on parlait de ras-le-bol au départ. Je pense aussi que pendant longtemps, en fait, tu avais une classe, heu, entrepreneuriale ou de grands patrons qui, en France, vivaient très bien. Donc, ils savaient bien que c'était pas le meilleur modèle, mais en gros, ils vivaient tellement bien que, ben, c'était pas un problème, quoi. Qu'eux, c'était pas, ni la bataille culturelle, ni le jeu politique qui les intéressait, c'était développer leur boîte, et mettre, leurs proches à l'abri et ils y arrivaient. Donc, à partir de là, tu pas à te plaindre, quoi. Même si on te prend beaucoup, si tout va bien et que tu vois que tous les feux sont au vert, tu remets pas en cause tout le système. Là, on est arrivé à un tel point où non seulement ceux qui ont été toujours un peu des cow-boys solitaires à la Éric Larchevêque, bon, ils en peuvent plus, donc eux, ils ont carrément, basculé, ils sont prêts à vraiment y aller à fond. Mais même ceux qui étaient pas comme Éric, qui étaient plus, on va dire, capitalistes de connivence, à profiter un petit peu aussi de ses accointances avec, le système, pouvoir appeler un préfet, pouvoir appeler, un ministre, ça aide quand tu es à la tête d'un grand groupe. Eux, ils avaient un intérêt à ce que ça reste en place. Et là, on sent que même eux, ils se disent: «OK, ils sont en train d'aller trop loin, on peut plus tenir ce système, on va tous finir par faire faillite avec leurs bêtises, quoi». Et là, tu penses à des très grands patrons, à Bernard Arnault et autres, où là, les mecs se disent: «Bon OK, après avoir, copiné avec l'État pendant 30 ans, à un moment, je suis obligé de dire stop, parce que vous êtes en train de vraiment de tous nous planter». Donc on a ce mouvement-là, qui joue en notre faveur. Donc pour revenir à mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir, voilà, en parler pas mal avec Eric et il a la volonté de faire avancer ses idées donc au sein de son nouveau groupe TBSO, on va travailler en ce sens pour développer un pôle, média, pour, voilà, peser un peu dans la bataille, à l'image de la gauche d'ailleurs qui encore une fois le fait très bien, avec une foule de médias de gauche, qui sont, bien organisés, bien financés, bien influents. On va essayer d'influencer, mais du côté libéral en ouvrant le spectre, c'est-à-dire non pas en s'adressant à un petit groupe de convaincus comme on peut le faire sur X, toi comme moi, mais en parlant à un nombre de gens plus large, des actifs de manière générale, les actifs qui en ont marre, qui voient pas la fin du mois, qui font des efforts et ça paye pas, qui voient bien que le système il est cassé, qu'il y a plus d'ascension sociale par le travail. Voilà, tous ces gens-là qui, comme tu le disais, ressentent le truc un peu, naturellement par bon sens. Heu, Ils ont besoin d'avoir quelques clés et d'avoir des mots qui reviennent et c'est ce qu'on disait, d'avoir des mots où en Mmh. fait, propriété, liberté individuelle, trop de normes, trop de bureaucratie. Si ces mots-là, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent d dans un spectre de plus en plus large, alors on pourra faire quelque chose et c'est l'objectif du média, que l'on va lancer, avec Eric prochainement. Super. Non, mais ça, bah, merci d'en parler parce que c'est vrai que c'est essentiel et ça va il va se lancer, je pense, au bon moment parce que 2027 approche. Là, il va y avoir énormément moi moi, j'ai aussi, entendu parler de d'autres initiatives, hein, qui vont se lancer prochainement et qui vont même se lancer en 2027, en pleine année d'élections présidentielles, donc ça va être alors ça a peut-être pas influencer l'élection en tant que telle, tu vois? Mais ça va créer en tout cas un climat qui va être très, très propice à ce qu'on échange, sur ces idées-là, sur la liberté et même d'ailleurs sur les comment fonctionne, le modèle français actuellement et surtout si celui-ci est durable ou pas. Et on a déjà nous notre réponse. Heu et et justement moi ce qui m'intéresse avec ce que tu me dis là, c'est que ce que je trouve moi rassurant, c'est une tu une sorte de retour, au réel. Tu des personnes comme tu dis qui sont entrepreneurs, qui ont vécu en France, qui ont bien vécu en France d'ailleurs, hein, mais qui se rendent compte que là, il y a tout l'engrenage qui s'est lancé, c'est toujours, en fait, c'est le problème du système socialiste, c'est que c'est toujours un mouvement de cliquet. C'est-à-dire que tu vas toujours pouvoir avancer, mais uniquement en avant et chaque étape, en avant, bah, c'est un retour en arrière qui est impossible. Et ça, malheureusement, je pense qu'on a dans la tête de beaucoup de personnes et surtout, je pense de personnes d'influence,
on a quand même cette prise de conscience de: «Oh merde, je crois qu'on a été légèrement trop loin. Là, l'État-providence fait trop la merde, en fait, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien et ça peut très vite partir en vrille sur plein de choses, hein. Il peut y avoir très un élément déclencheur qui enclenche un effet boule de neige et il faut que les gens soient prêts à ça et ils seront d'autant mieux préparés qu'ils auront les bonnes idées en tête et toi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à nos pauvres gilets jaunes. Si en 2026-2027, on a un événement, analogue aux gi ce qu'étaient les gilets jaunes, mais aujourd'hui, je pense que l'évolution serait différente, je pense. Si on a la Aussi, bataille ouais. des idées Ouais, qui après, j'espère que tu as raison, mais encore une fois, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, avec les gilets jaunes, la gauche est très bien organisée, hein. Elle a repris le truc à une vitesse, enfin, c'est hallucinant, tu vois? Le ouais, mais le le message profond avait changé et même les gilets jaunes eux-mêmes, étaient convaincus qu'il fallait fallait revendiquer autre chose que ce qu'ils disaient au départ. Mais oui, en tout cas, il y a plus de voix aujourd'hui qui vont dans notre sens, ça c'est sûr. Bah, on partait de zéro, hein, donc voilà. Heu, mais c'est notre boulot, hein, je pense, c'est de créer le vent et après les politiques, ils vont reprendre ce vent pour en faire quelque chose. mmh et là où c'est dur en effet de se battre contre la gauche d'un point de vue purement idéologique, hein. C'est comme tu l'as dit, en fait, déjà d'une, eux, ils sont arrosés d'argent public, donc ça déjà, c'est vrai que ça aide, hein, quand tu as le CNC qui va t'arroser, qui va te financer ton petit film, ton petit podcast, tes petites vidéos, donc ça aide énormément parce que ça libère énormément de temps à ces gens-là pour se lancer à fond dans la bataille culturelle et une chose aussi qu'eux, ils ont et que nous, on n'a pas, mais ça, je pense que c'est quasiment philosophique, hein, c'est qu'eux, ils s'organisent beaucoup plus facilement en pensée monolithique, monobloc, et très solidaire. Et ça, c'est de Hayek, on avait parlé, mais en nombreuses pages, justement, tout à l'heure, tu parlais de la route de la servitude, mais il en parlait très bien. C'est que les mouvements collectivistes, ils ont juste besoin de suivre le chef, ils ont juste besoin de suivre un discours et eux, ça leur suffit. Donc ce qui fait que la pensée monobloc, elle est extrêmement dense, elle est très bien suivie par les adeptes et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que quand tu prends des partis politiques comme LFI, les cadres de ces partis-là sont déjà très bien formés et ça dévie pas tellement, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas tellement de pensée, contradictoire, à la ligne du parti, ce qui est totalement différent des libéraux et ce qui est encore plus totalement différent des libertariens et ça d'ailleurs, je le vois de temps en temps, tu vois, sur X des mèmes comme ça qui disent: «Oui, il y a beaucoup plus de diversité d'opinions à droite, hein, chez les libéraux, chez les conservateurs qu'il y en a à Ouais. gauche» Mais tu et as c'est cette vrai. carte, tu sais, tu as cette fameuse carte avec tous les liens entre le nuage de points, des opinions entre la droite et la gauche et effectivement la gauche, c'est tout ramassé et nous, c'est, chaque chaque, libertarien, il peut écrire un bouquin Ouais, c'est à ça. sa propre sauce pour démonter les autres, tu vois? Ouais. Mais c'est essentiel, moi je trouve, parce que ça explique pourquoi d'ailleurs comment dire? Les partis libertariens, c'est du coup, c'est compliqué, les partis libéraux, c'est compliqué également. C'est que va fédérer comme ça des personnalités, des esprits qui sont libres, hein, par nature et qui ont du mal à suivre ce qu'on va leur dire. C'est le libéral, le libertarien, lui, il a pas besoin d'un parti politique ou d'un mouvement collectiviste C'est juste: «Laisse-moi tranquille», donc forcément, c'est ça. Et c'est ça, là, je pense, la grande difficulté qui va être la nôtre dans les mois, dans les années qui vont venir, c'est l'organisation. De toute façon, on n'est pas fait pour être organisé de manière très centralisée, de manière très top down. Comme tu disais tout à l'heure, le modèle éparpillé, décentralisé de micro-initiatives qui vont se lancer un peu à droite à gauche avec un influenceur là, un magazine là, un média là et cetera. C'est un peu le modèle de toute façon philosophique libertarien libéral et c'est celui-ci de toute façon qu'il va falloir, favoriser plus qu'une sorte de chapelle, c'est sûr. monobloc libéral, quoi. Donc C'est sûr, c'est sûr. Moi, à chaque fois que j'ai parlé à d'autres qui effectivement, comme tu le disais, ont des projets, similaires ou assimilés, de toute façon, on se dit toujours la même chose. On se dit: «Bah, que la concurrence fasse émerger le meilleur d'entre nous et tant mieux, quoi, tant mieux». Plus on est, et plus le message il va avancer. Ce qui est bien par contre, c'est que je pense que c'est assez récent qu'on soit aussi nombreux à avoir, cette volonté, vraiment ancrée, tu vois? Un peu comme l'ont dû l'avoir, des révolutionnaires à toute période, tu vois? Des marxistes, ils étaient convaincus, donc les gars, ils allaient, bosser nuit et jour jusqu'à la fin de leur vie pour faire avancer la cause. Je pense que ça a toujours existé aussi chez les libéraux, mais bien moins, et maintenant là, voilà, en fait
enfin moi je parle peut-être de mon cas personnel, mais je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Le Covid a été un basculement, en fait. Covid a réveillé, autre chose que juste de la clairvoyance et genre on sait qu'on a raison. C'est plus que ça, quoi. C'est de la rage. C'est, «Non, vous m'avez fait ça, je vais jamais vous lâcher». Donc ça c'est bénéfique parce que ça veut dire que maintenant c'est des gens qui sont très motivés, quoi. Et ça décuple les forces. Hem, donc par rapport on c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est par rapport soit aux entrepreneurs qui savaient que c'était pas le bon chemin, mais qui vivaient bien, ou par rapport aux politiques qui étaient, à la Madelin, des gens qui étaient convaincus parce que, c'était des économistes, en fait. Ils avaient lu tous les bouquins et dans la pure théorie, eh ben, ils savaient que ça marchait pas, mais en fait, c'est pas non plus, c'est pas suffisant pour faire de toi un Mélenchon ou tu vois, quelqu'un Mmh. qui va aller haranguer toute la journée, les foules pour, convaincre que tu as raison. Maintenant, en tout cas pour moi personnellement, le basculement c'était le Covid. Pour d'autres, peut-être que c'est l'excès de normes ou de taxes ou la fiche de paye, ou l'impossibilité d'avoir un logement. Enfin, il y a plein de raisons, tu vois? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de basculer dans, plus que de la compréhension, mais vraiment de la revendication, sévère, Mmh. et tant mieux, quoi. Ouais. Après c'est normal, hein, quand tu as le système comme ça qui se délite petit à petit, quand tu vois les services publics qui sont de plus en plus à la ramasse alors que tu payes autant, enfin tu vois les gens le voient au quotidien quoi. Il y a une sorte de la sécurité qui baisse, la qualité des services publics, enfin tu prends même l'hôpital, toi. L'hôpital, le niveau de l'éducation nationale, enfin tu prends tout ça, mais t'as que des faillites de l'État sur absolument tout, 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 tout. Peut-être pas les impôts, ça j'en sais rien, tu vois? Mais, c'est mais Comme toi, ça, je suis oui, heureusement aussi, hein. Tu vois, nous avec mon comparse, des milléistes, à chaque fois qu'on creuse un sujet, on découvre encore des trucs. Et on se dit: «Mais enfin, c'est pas possible». C'est à chaque fois qu'on met le nez quelque part pour, faire un truc un peu plus, on va dire précis ou rechercher un chiffre plus que juste une diatribe, qu'on fait quotidiennement, chaque fois on dit: «Non mais c'est pas possible» et on découvre un nouveau truc. Une nouvelle commission, 500 000 dépensés par-ci, une loi incroyable que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est infini et je pense que il faut pas se lasser de mettre le doigt là-dessus parce qu'il y en a une qui va résonner plus chez un tel, l'autre qui va résonner plus chez l'autre ouais, et au fur et à mesure, ben, on excite de plus en plus de gens, quoi. c'est ça, ouais. Chacun a un peu son struggle, individuel avec une agence de l'État, tu vois? Celui qui va vivre dans un milieu, enfin ceux qui vont vivre dans des centres historiques, tu vois? Je pense que l'ABF, elle leur sort par les trous de nez, c'est pour ceux qui vont vivre, je sais pas dans des zones un peu naturelles sensibles avec la DREAL, enfin tu vois? Chacun a sa petite croisade personnelle et il y a toujours, le grand méchant qui est toujours, Toujours le même. fonctionnaire. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais c'est important d'en parler parce que on s'en rend pas compte, mais le nombre d'agences qui existent, le nombre de petits, ouais, c'est ça en fait, d'agents de l'État qui est là pour te foutre, des petits bâtons, dans les roues et petit à petit, bah, en fait, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu arrives pas à te développer comme toi tu le souhaites et au global, bah, c'est la société qui fait du surplace, quoi, ou même qui régresse, hein. Et les gens, tu vois, ils le sentent encore une fois, ils le sentent de manière intuitive et ils sentent qu'il y a un trop plein de tout, en fait. Il y a un trop plein de normes, il y a un trop plein qu'il faut dégraisser et ça va venir, quoi. Ça c'est clair et net. Moi, j'en suis, intimement persuadé, quoi. Intimement persuadé. Et je voulais moi rebondir aussi sur une chose parce que je sais que, on s'était vu nous, à Paris, bah, je crois que c'était pendant le lancement de TPSO, donc c'était en novembre dernier. Alors on avait, rapidement échangé ensemble et moi ce qui m'intéressait aussi, moi, toi, dans le projet initial, The Beacon Society, c'était justement la partie dont toi tu dois t'occuper, c'est la partie, The Network Society. Moi, je trouve être la partie la plus intéressante parce qu'elle est directement en lien justement avec la bataille des idées, avec ouais, cette bataille culturelle qui est essentielle et je trouve ça d'ailleurs intéressant que ce soit, Éric Larchevêque via justement une Beacon Treasury Company qui essaie justement d'insuffler un peu de liberté via Bitcoin. C'est assez intéressant philosophiquement et est-ce que tu peux nous parler un peu de ouais, de comment ce projet-là s'est lancé? Quelle est la parce qu'en fait, toi, derrière The Network Society,
tu as toute l'idée du network state, justement de recréer communauté, de refaire communauté autour d'intérêts communs. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu de ça? La Ouais. philosophie, puis, peut-être de quelques Alors, projets? au risque de décevoir certains, malheureusement cette idée-là, on a dû shifter en fait. On a dû shifter parce qu'effectivement, pour tout te dire, le Eric avait, heu, inventé, enfin il l'a pas inventé, mais il avait, utilisé le terme network society pour ne pas dire network state, clairement. Sauf que, network state, c'est un concept que nous on connaît, mais qui est quand même, voilà, assez pointu et Niche, ouais. si tu commences à sortir que tu veux faire network state, ça c'est difficilement compatible avec, des fonds d'investissement, des banques à la défense, des gens en costard et une entreprise cotée en bourse, tu vois? Heu donc en bon entrepreneur, Eric s'en est rendu compte assez rapidement. Et en fait, il m'a dit, voilà, on va pas pouvoir y aller aussi frontalement que ce qu'on voulait. Ça va pas être possible parce que ça marchera pas et qu'il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte à ce que nous dit justement la réalité et le marché. Et en l'occurrence, là, c'est un marché qui est en plus, spécial puisque c'est une entreprise cotée. C'est pour ça que, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus, basique et que tout le monde peut comprendre pour le coup, et qui correspond à la double volonté d'Éric qui était un, de mener la bataille culturelle et 2 d'avoir un intérêt de création de valeur au sein de son groupe. Et donc c'est pour ça qu'on est retombé sur, le média. À l'époque de Network Society, l'idée c'était de partir sur des business units au sein du groupe qui sont un peu celles qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire donner des outils aux gens pour qu'ils puissent en sortir seuls sans l'État. Sauf qu'en fait, très rapidement, les seuls vrais consommateurs de ces produits, parce qu'on avait imaginé pas mal de produits, c'est les gens qui sont, digital nomades. Parce Mmh. qu'eux, ils peuvent s'organiser, en étant pas dépendants d'une juridiction étatique précise et ils ont plein de problématiques à régler, notamment, j'en sais rien, les comptes en banque, l'assurance, chômage, l'assurance santé, retraite, l'éducation des enfants, la justice, résoudre les conflits entre eux et cetera. Enfin, tu avais plein de produits qui pouvaient se substituer à des trucs étatiques et montrer que ça marche. C'était très intéressant. Mais les consommateurs effectivement étaient limités à alors ça fait quand même une grosse communauté, hein, les digital nomades. Mmh. Mais, c'était très niche et donc tout ça fait que c'était peut-être un peu trop, heu, précis et teinté d'idéologie, libertarienne là pour le coup, Mmh. et même plus que libérale, qui fait que, on aurait eu du mal à combiner, le fait que ce soit une entreprise cotée et tout ça. Donc en partant sur un modèle de média plus classique, on se donne la possibilité de quand même mener la bataille culturelle, au moins en France, parce que c'est là que c'est là qu'il y a le plus gros du problème. Tout en créant une synergie avec les autres activités du groupe qui sont des formations pour entrepreneurs et investisseurs. Donc ces formations, c'est vraiment dans la même, dans la même idéologie de donner les outils aux gens pour qu'ils s'en sortent tout seuls, qu'ils soient plus résilients face, à l'État. Et donc si le média parle, de cette façon un peu plus indépendante et autonome de penser les choses, alors forcément, il va y avoir des affinités parce que les gens qui vont, être followers ou, lecteurs du média, ils vont être sensibilisés à ces idées-là et donc, naturellement, certains vont être intéressés par ce qui se passe du côté, des clubs de formation. Donc Mmh. voilà, c'est comme ça qu'on a résolu ce problème que présentait la Network Society. Alors moi, je t'avoue que je le garde quand même dans un coin de la tête. J'espère qu'Eric aussi, parce que peut-être qu'un jour on pourra réactiver cette piste qui effectivement était très intéressante, surtout philosophiquement, Mmh. mais peut-être un peu, prématurée et surtout difficilement compatible avec, voilà, avec un groupe coté tout simplement où tout est scruté, tout est tu vois? Mmh, bien sûr. Bien sûr, mais déjà le fait que vous l'ayez, tu sais le fait que pendant la keynote, Eric citait, Hayek, toi par exemple, le fait qu'il y avait aussi cette référence au network state de Balaji, enfin, il y avait quelques signaux qui étaient envoyés, qui étaient très positifs chez certaines personnes. Donc, déjà le fait qu'ils étaient envoyés dès le début, c'était aussi un symbole que toi ces idées-là, elles avancent même si en effet c'est on peut se dire que la compatibilité elle est pas top top avec,
avec le projet de la boîte. Mais au moins le fait qu'elles étaient mises sur la table déjà, rien que ça, c'était très encourageant et oui, comme tu dis, il y a 36 000 manières de faire la bataille culturelle. Peut-être que c'était pas la bonne manière d'aborder la chose, hein, c'est clair. Mais en effet, ça peut être une idée qui peut revenir plus tard, c'est clair. Quand les esprits sont un peu plus mûrs et quand, les gens comprendront, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, hein, moi, TBSO, c'est très ambitieux, hein, déjà. Parce que même au-delà ça, si tu écartes totalement la l'idée de la network society, quand tu prends ne serait-ce que l'idée de Bitcoin. Mmh, L'idée de justement d'avoir déjà une treasury company, d'avoir justement, un projet entrepreneurial qui va marcher justement sur le Bitcoin et sur le fait de détenir du Bitcoin et de ne pas le vendre, comme étant la promesse principale du projet. Déjà, ne serait-ce que ça dans l'esprit des gens, ça va ça va les forcer à re-questionner, bah, qu'est-ce que c'est qu'un actif, hein? Qu'est-ce que c'est potentiellement même la monnaie? Parce que, tu vois, Eric parlait de concurrence des monnaies en citant Hayek, pendant la keynote, donc tu vois, il y a déjà ça qui est un peu en marche. Rien que mettre ces sujets-là sur la table, c'est déjà énorme pour l'investisseur lambda français. Il y a déjà énormément de choses à digérer. Faut y aller, tu mmh. sais, c'est comme un long banquet, tu vois? Mais oui, Ces idées-là, c'est beaucoup, ouais. Tu peux pas c'est tout beau, avaler. c'est clair, Non, c'est non, mais clair. c'est ça et ça donne l'opportunité à Eric, d'en parler publiquement. Et à chaque fois qu'il le fait, effectivement, ça fait avancer un petit peu les choses et moi, ce qui m'a rassuré, et ce qui m'a plu, mais pareil à titre perso, c'est que même quand, tu vois, il a shifté, il a pas changé de volonté de, mener cette bataille culturelle et de faire avancer les idées de la liberté. Il est droit dans ses bottes là-dessus et donc ça, ben, c'est ce qui me motive parce que, de pouvoir compter, sur cet appui-là et cette volonté, sans faille, c'est ce qui m'a, convaincu de moi aussi faire un changement, de vie chez TBSO. Parce que sinon, tu aurais pu dire que c'était, un truc marketing ou tu vois, que tu voulais t'emparer de mais non, c'est juste que on veut faire. Après comment on fait? Bah, on va essayer quoi. À tâtons comme toute entreprise, comme tout entrepreneur, tu essayes des trucs, ça marche pas toujours, tu réessayes, tu refais, machin, mais c'est la bonne manière de faire. Mmh. Le fameux tâtonnement entrepreneurial, c'est clair. Heu, mais moi, ce qui m'impressionne aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai senti, chez l'archevêque, c'est que personnellement que j'ai ressenti, c'est que, tu vois, je me disais: «Le gars, en fait, il avait pas besoin de faire ça». Toi, tu pas besoin, je sais pas quel âge il a, toi, mais il doit avoir la cinquantaine passée maintenant, toi, mais tu sais, à cet âge-là, quand tu as réussi ta carrière, de sa manière comme il a pu le faire, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à Mais bien sûr, lancer ce genre de projet en France, donc le pays le plus socialiste du monde, en tout cas d'Europe. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça, à cet âge-là, en engageant ton capital, ta réputation, ta personne et tout dans le combat? Il y a Ouais, tu vois, c'est ce genre de croisade, ce genre de projet qui te fait te dire que oui, le gars, il sait que c'est plus grand que lui, en fait. Il sait qu'il y a un enjeu qui dépasse de sa propre personne là, et ça, ce que tu dis là, et c'est moi ce que j'ai ressenti chez l'archevêque, c'est quelque chose que tu retrouves d'ailleurs en général beaucoup, je trouve, chez les libéraux et les libertariens. C'est qu'il y a un peu une sorte d'abnégation. C'est-à-dire à un moment donné, il y a pas que moi. En fait, j'en parlais d'ailleurs récemment avec Yorick de Montbine, pendant un podcast. Et ça, c'est propre, c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il y a que les libéraux et les libertariens qui savent comment fonctionne le marché, comment fonctionne la structure du capital, comment fonctionne du coup le processus de civilisation. Tu sais comment tout ça se construit, tu sais comment c'est long à construire, tu sais comment c'est fragile, et à un moment donné, en fait, tu as juste envie de préserver ce qui peut être encore, préservé, quoi. Donc je trouve ça vraiment admirable, hein, en tout cas de s'engager à ce point-là, et en espérant du coup que ça porte aussi ses fruits, quoi. aussi. Mmh, c'est clair. Et d'ailleurs, alors, autre chose aussi, moi, je voulais évoquer avec toi, parce que je sais que j'avais écouté avant, je t'en parlais d'ailleurs avant qu'on commence l'enregistrement. J'avais écouté ton épisode de podcast que tu avais fait, bah, justement avec Eric, Nathan et Tony, où tu faisais un exposé, j'ai trouvé brillantissime sur, bah, Merci. quelles sont les idées libertariennes? Quelles sont les idées libérales? Qu'est-ce que c'est que l'anarcho-capitalisme? Comment est-ce qu'on peut envisager les droits de propriété, la liberté des échanges, la liberté de soi-même, et aussi le respect le principe de non-agression? Et moi, j'ai trouvé que tu expliquais bien justement ces idées-là,
Et toi d'ailleurs, la question que je te pose, c'est est-ce que tu y es venu progressivement ces idées-là ou tu toujours un peu connu ça? Alors, j'ai toujours été libéral, Ouais, toujours. Mon père, était libéral. Mon père était il a même écrit un livre qui s'appelle Libéral. d'accord, OK. Heu, mon père, il était, ouais, voilà. Donc il s'est pas beaucoup vendu, hein, le livre, mais il l'a quand même écrit. Moi, je viens d'une famille, j'ai si tu veux, côté paternel, c'est politique, côté maternel, c'est entrepreneuriat et côté politique, ils ont toujours été libéraux. Donc mon père, il était avec Alain Madelin, chez Démocratie libérale et cetera. Donc voilà. Si tu veux, j'ai toujours entendu ces idées-là, chez moi et je pense dans l'éducation et la façon de voir les choses, bah, ça se transmet naturellement. Enfin, plus ou moins parce que j'ai une sœur qui considère que Mélenchon est trop à droite, donc comme quoi parfois. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça. J'ai fait des études, d'économie, j'ai étudié économie à la Sorbonne, à Sciences Po. Donc j'avais déjà lu aussi, voilà, pas mal de textes d'éco, en toujours, voilà, en me disant: «Bah, les keynésiens, ils disent n'importe quoi et les libéraux, ils ont raison», tu vois? Mais je m'étais jamais penché sur la littérature de l'économie, de l'école autrichienne, jusqu'au Covid justement. Au Covid, enfermé, à tourner en rond et à crier liberté tout seul, j'ai eu envie de relire des textes, justement qui parlaient de liberté. Alors j'avais adoré Tocqueville déjà très jeune, j'avais adoré Tocqueville. Ça j'avais lu, bah, tout ce qu'il a écrit, mais bien plus jeune, à 20 ans, tu vois? Mais Mmh. depuis je m'étais pas reformé, on va dire. Et pendant le Covid, bah, j'ai repris quelques bouquins et là je suis tombé sur les Autrichiens. En parallèle de ça, en plus, il y avait Milei qui lui Mmh. justement faisait sa campagne, pour les législatives et qui, comme je te le disais, les cite tout le temps. Donc bah, ça donne envie d'aller voir de quoi il parle et puis là, j'ai commencé à approfondir un peu mes connaissances sur le sujet et à comprendre surtout cette fameuse logique dont on parlait, c'est-à-dire cette suite logique limpide qu'on m'avait jamais expliquée, ni en prépa, ni à Sciences Po, ni à la Sorbonne. On m'avait jamais démontré en fait: «Ouais, alors on se bat tous, depuis, 200 ans, mais en fait, il y a des mecs, ils ont trouvé, ça marche comme ça l'économie. C'est tac, 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 tac». Si on me l'avait C'est dit, j'aurais gagné du temps. Et à partir de là, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plus de retour en arrière. mmh. Et maintenant, ça m'intéresse beaucoup, donc je continue à lire évidemment. Et tu te considères comment toi? Anarcho-capitaliste, libertarien, libéral? Ouais, bah, c'est quasiment synonyme pour moi. Je sais pas, la sémantique exacte, mais oui, oui, anarcho-capitaliste, par, conviction et un peu comme Milei, par pragmatisme. On va déjà militer pour le minarchisme, c'est déjà pas mal. Ah, c'est sûr. Même moins que ça, tu vois? Même si juste on baisse les dépenses publiques de 15 en France, je suis content. Bah, déjà retrouver, tu sais, retrouver un budget à l'équilibre, hein. La Ouais, déjà. révolution, la révolution, c'est-à-dire retourner à ce qu'on avait en 73, hein. Je crois que c'est 73, hein, la dernière année où on était en équilibre. Ça serait déjà Eh, mais 35 de dépenses publiques, 0 de déficit. Ah, c'était magnifique, hein? ouais, 35. Tout en sachant que 35 de dépenses publiques par un État centralisé coercitif, c'est déjà beaucoup trop. Mais voilà, tu vois bien d'ailleurs, je vais jamais aussi loin dans ce que je dis, peut-être que certains d'ailleurs vont reprendre ce que je dis là. Mais sur X, je vais jamais aussi loin que ça. Parce qu'il faut rester audible. Il faut rester sur des sujets où les gens vont pas dire, «Il est dingue». C'est d'ailleurs, on milite pas pour, la disparition de l'État, on milite pour, faire retomber la dépense publique à 35. C'est exactement ce qu'on a écrit dans notre solution milléiste. Ça nous a pris un bon bout de temps pour tout chiffrer et tout imaginer, mais on s'est dit: «Voilà, on va pas partir dans des délires où» tu vois, par exemple, on parle plutôt du bon éducation qui est toujours financé par l'État que la privatisation totale du système de l'éducation nationale. Qu'il y en a un où on peut les gens peuvent comprendre: «Ah tiens, ça a l'air quand même pas idiot leur truc» et puis c'est bon, il y a toujours papa État qui est toujours là pour surveiller, qui a un corpus, un truc. Donc ça n'effraie pas et la solution est déjà 100 fois mieux que ce qui existe aujourd'hui. Heu, donc il faut, il faut garder ce ouais, il faut garder ce, ouais, il faut garder ce, 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 il faut
faut garder ce lien avec le réel en permanence et c'est d'ailleurs ce que fait Milei très bien et c'est ce que lui reprochent certains, économistes autrichiens. Mais je pense qu'ils sont dans l'erreur la plus totale de lui reprocher ça, parce que le gars, il a plus fait pour la liberté en 3 ans que toute leur école réunie en 150 ans. À un moment, il y a ce qui marche et ce qui marche moins, quoi. C'est aussi bête que Oui, ça, hein. oui, c'est sûr, oui, si tu le vois comme ça, oui, c'est après les économistes autrichiens, eux, on va dire, comment dire? Ils vont plutôt, voilà, ils vont être sur la bataille des idées et ils vont, fournir le corpus intellectuel pour que justement qu'il y ait des personnes qui sortent un peu du buisson comme Milei pour essayer de les implanter dans la vie réelle. Après les grandes critiques qu'on fait souvent à Milei parmi les économistes autrichiens, en tout cas les critiques qui vont, parce que tu as plein de critiques différentes à plusieurs niveaux, mais on va dire celles qui vont revenir le plus souvent, ça va être par exemple, tu vois, le fait qu'ils prennent parti dans des conflits, internationaux, parce qu'ils sont pas véritablement dans l'intérêt, on pourrait croire, argentin. Tu vois? Par exemple, le conflit israélien, tu dis: «Bon, c'est quoi la plus-value de ça?» Et après, bah, l'autre grande, critique, c'est par rapport, alors ça, on peut en parler si tu veux, mais c'est par rapport justement à la banque centrale argentine qui n'est pas encore fermée, et par rapport à tout ça, alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'économistes autrichiens qui se prennent la tête par rapport à ça, où justement tu as des joutes des fois entre, en fait, entre Philippe Bagus, qui est justement un économiste autrichien assez proche de Huerta de Soto et du coup de Javier Milei, contre, par exemple, Guido Husmann que j'ai reçu récemment dans mon podcast, qui lui justement a la vision, inverse. Et bah, voilà, c'est la vision de oui, il faut redonner au marché, toi, la gestion de la monnaie, laisser le marché justement retrouver, sélectionner sa propre monnaie. Mais après il y a le côté oui, mais si on ferme, la banque centrale maintenant, ça serait totalement suicidaire dans un monde, avec la monnaie fiat, avec les taux de change, enfin voilà, ça serait vraiment se tirer une balle en pleine tête. Et tu as plein de petites, ouais, tu as plein de débats comme ça qui sont assez intéressants parce qu'au final, c'est des débats qui forcent aussi à se questionner sur que pourrait faire un économiste, enfin un président, libéral aux idées quasiment libertariennes s'il prend aujourd'hui le pouvoir en Allemagne, en France ou ailleurs. En fait, toi, Milei, c'est un peu un crash test et tu as les économistes derrière qui se prennent la tête pour savoir quelle est la meilleure manière d'appliquer justement ces idées théoriques. Donc Mmh. ça peut être, Non, intéressant, je suis d'accord, c'est très intéressant et puis de toute façon, on a non seulement besoin de la théorie, mais on a aussi toujours besoin de quelqu'un de plus radical que soi à ses côtés. C'est toujours important, rien que d'un point de vue politique. Hem et après sur, les points que tu as soulevés, ouais, alors sur le premier point, notamment la politique étrangère, je suis assez d'accord avec toi puisque là, bon, ouais, effectivement, il met son nez là où ça le regarde pas, et en plus sans réel intérêt, géostratégique, pour l'Argentine parce que sinon ça pourrait être justifié par ça. Comme il peut le faire avec les États-Unis par exemple, c'est totalement justifié puisqu'il a bien besoin d'un banquier. Pour Israël, c'est sûr que c'est plus compliqué. Alors lui, il va te dire qu'il voit qu'Israël est en gros le seul point où la liberté individuelle est à peu près sauvegardée au Moyen-Orient, contre des groupes, terroristes, islamistes. Ce qui est pas faux, ce qui peut se défendre, mais de là à, justifier tout ce que fait Israël, bon ben, ça a pas trop de sens non plus, surtout que c'est pas non plus l'État, le plus protecteur de la liberté au monde. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on peut lui reprocher et je pense qu'il y a un tropisme aussi, personnel, hein, de sa part, bon, oui. chacun ses trucs. Pour le deuxième point, pour la banque centrale, je pense que, à mon avis, il a pas du tout abandonné l'idée. Je pense qu'il le fera même, s'il va au bout d'un second mandat. C'est juste qu'il a un plan très précis pour arriver à ses fins et que, comme tu l'as dit, la situation monétaire de l'Argentine était extrêmement complexe. Les kirchneristes avaient laissé des bombes à retardement de tous les côtés, avaient laissé des produits financiers empaquetés dans d'autres produits financiers qui continuaient à créer de la monnaie, même des années après, avec, des dettes de tous les côtés, des dettes formulées en dollars, des dettes formulées en pesos, des taux de change, faux, vrais, parallèles, enfin, c'est vraiment un sujet très compliqué et il fallait enfin il faut, parce que c'est pas fini, il faut assainir la situation monétaire du pays avant de pouvoir imaginer de la supprimer sans que ça fasse effectivement, exploser, complètement le pays. Mmh. Donc là, pour le coup, je pense qu'il est très, au contraire, rationnel et pragmatique, tout en gardant son idée en tête, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un truc, enfin, je l'ai jamais vu dire un truc.
je l'ai jamais vu présenter un argument qui allait contre la saine concurrence entre les monnaies, quoi. J'ai jamais entendu dire quoi que ce soit qui laisserait penser qu'il avait fait machine arrière là-dessus. Il a même dit à un moment, ça m'avait fait marrer parce que c'était au début, tu sais, c'est un État fédéral, donc chaque, gouverneur de province a beaucoup de pouvoir. Et quand il a commencé à couper les redistributions entre l'État central et les provinces et à vouloir changer la façon dont les allocations, allaient être distribuées par les provinces, il y a, un gouverneur qui a dit: «Ah ouais, c'est comme ça? Et ben, nous, on va plus utiliser le peso argentin, on va faire notre propre banque centrale et puis on va pouvoir continuer à payer nos fonctionnaires, avec l'argent de la province». Et Milei, il a dit: «Bah, allez-y, j'attends que ça. On va faire la concurrence des monnaies, fais ta banque centrale, fais tes billets». Et finalement, le gouverneur a fait machine arrière. Mais donc ça, je pense vraiment que il faut pas se il faut pas dire qu'il a menti là-dessus ou quoi que ce soit. Il fait juste comme il peut, du mieux qu'il peut avec une situation extrêmement complexe. Contrairement d'ailleurs à beaucoup d'économistes, je pense qu'il est pas du tout que dans la théorie, il est dans la pratique et lui-même s'est entouré de gens qui sont très, très qualifiés sur des sujets, très compliqués, et qui, je pense, font un très bon boulot parce que, ben, déjà ils ont quasiment résolu le problème de l'inflation, pas Mmh. encore tout à fait. Je veux dire, c'était incroyable. Je sais pas si tu as vu les derniers graphes. En gros, si tu veux, tu avais tellement de produits financiers à retardement, que la masse monétaire a continué à augmenter en Argentine jusqu'à novembre de 2025. Donc c'est très récent. C'est-à-dire que jusqu'à, au mois de novembre, même si lui avait complètement arrêté l'émission monétaire, il y avait de l'émission monétaire latente qui continuait à créer de l'inflation et donc en gros, les résultats de sa vraie politique anti-inflation, vont commencer à se sentir qu'à partir de maintenant. Donc, sur 2026, il y a que 2 pays, j'ai oublié le second, mais il y a que 2 pays au monde qui n'ont pas, vu leur masse monétaire augmenter, c'est l'Argentine et un autre dont j'ai oublié, j'ai vu le graphe, avant-hier là. Mais voilà, pour dire que en tout cas, il est sur la bonne voie et il n'a pas du tout enterré cette idée-là, donc on verra bien. Là, il a été élu en fin 2023, il lui reste combien de temps là sur son mandat? Bien, ça va jusqu'à fin 27, D'accord, OK. c'est 4 ans. Donc après et il a déjà annoncé qu'il se représentait, logiquement. Mmh. Hem, pour l'instant, il est encore loin devant dans les sondages. Bon, j'espère que ça va tenir bon parce que, ben, la difficulté, c'est que tu guéris pas de 70 ans de socialisme en un claquement de doigts, quoi. Donc les gens, se serrent la ceinture et la situation est quand même difficile, pour pas mal de gens en Argentine. Il y a non seulement les gens, on va dire, qui sont ni gagnants ni perdants, mais la situation elle était déjà très dure, donc elle l'est encore. Et Mmh. puis il y a aussi tous les perdants, parce qu'il y a tellement de remous dans l'économie argentine qu'évidemment tu as beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants. Donc il faut que les Argentins perdent pas espoir et que, ils soient encore un peu patients parce que c'est sûr qu'en 2 ans, même en 4 ans, alors oui, il y a beaucoup de choses qui vont aller mieux, mais tu peux pas non plus, passer du tout au tout. Mmh. Déjà, en fait, s'il arrive à la fin du premier mandat avec une inflation, à 10 au moins, je pense qu'il peut que gagner. Parce que c'était tellement le problème numéro un et il ne me parlait que de ça et lui, il leur a dit: «J'ai la solution», que si 4 ans après on dit: «Voilà, on était à quasiment 300 on est à 8 bon, bah, voilà, il a gagné, quoi. Si c'est pas le cas, si on reste à une inflation autour de 20 ça va Ouais, être, ça va être un peu plus tendu. ouais. Toi, tu encore des contacts avec des personnes sur place? Sur leur ressenti actuel, comment est-ce qu'ils voient les choses et tout, Ouais, bah, bien sûr, bah, moi je te disais, j'ai encore un business là-bas, j'ai un hôtel que ma femme, gère à distance et elle va 2 fois par an là-bas. Donc on a toute une équipe, donc déjà rien que le contact avec, les employés, les clients, le comptable, l'avocat et cetera. C'est que des feedbacks en permanence avec des gens qui vivent, la situation, quotidien. Hem, il y a la grande majorité des gens, sont contents, c'est-à-dire pas contents, ils sont pas en train de faire la fête, ils sont juste satisfaits du changement. Ils s ils C'est difficile, ils te le disent, c'est dur, mais c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, il fallait le faire.
Ils étaient en train de nous essorer complètement. On allait à nouveau faire faillite et maintenant, on voit qu'on est petit à petit en train de redevenir un pays normal. Ça va de mieux en mieux. Ils voient aussi une augmentation relative, pas énorme, mais relative de leur pouvoir d'achat. Donc ça, les gens le disent. Ils se rendent bien compte que l'inflation a ralenti énormément, donc ils sont sortis de cette période infernale où les prix changeaient tous les matins et cetera, donc ils n'ont plus à faire ces calculs, qui pourrissent la vie au quotidien. Après, ça reste compliqué. Donc pour l'instant, ils sont courageux. Franchement, ils l'encaissent bien et beaucoup, ouais, beaucoup continuent à le suivre. Donc après, moi, je te donne un échantillon, hein, de des gens avec qui je parle, mais quand même, quand c'est des gens qui sont, pas forcément des amis, tu vois? Si je te Mmh. parlais que de mes potes, bon, bah, forcément, mais quand c'est aussi des gens qui galèrent un petit peu parce qu'ils ont des jobs, qui sont pas faciles, et qu'ils continuent à te dire, «Ouais, c'est bon, on y croit, on va tenir», bah, ça rassure et puis tu te dis: «OK, ça a un effet positif sur la vie des gens, quoi». C'est pas juste, des chiffres, c'est qu'il y a des gens, heu, soit aujourd'hui, soit, que, ils peuvent donner plus, à manger à leurs enfants, soit que, Mmh. il y a plus de sécurité dans la rue, il y a moins de grèves dans les transports et c'est plus efficient. Enfin, des trucs très bêtes, très concrets qui font que, tu te dis, non seulement ça marche, mais ça se répercute très vite dans le bon sens et Mmh. c'est aussi ça l'espoir qu'on a pour n'importe quel pays, en fait, n'importe quel pays qui est très socialisé. Il y a pas de fatalité. Ça va très vite dans un sens ou dans l'autre, Ouais, heureusement. ouais. Non, mais c'est clair, le Milei, de toute façon, c'est vraiment le ça, il canalise tellement d'espoir, je pense, de beaucoup de libéraux parce que, depuis Thatcher, Reagan, on n'a pas eu tellement de dirigeants un peu de cette trempe-là, donc c'est vrai qu'il est scruté, tout ce qu'il fait est scruté, vraiment, mais les gauchistes, sautent sur le moindre détail, les libéraux sont très vigilants aussi parce que, tu vois, ils ont pas envie que ça foire, parce que si ça foire, c'est un peu, tu sais, tu repars encore plus loin pour, heu, pour, pour justement faire gagner ces idées-là. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, une exigence sur ce que peut faire Millet, sur les des fois les petits écarts qu'il peut avoir, les petites boulettes qu'il peut faire et cetera. C'est qu'il y a en fait, il porte tellement plus que le sort de l'Argentine sur les épaules. C'est potentiellement aussi même le sort de l'Amérique du Sud en général, parce que tu sais, tu as cette idée-là, moi j'avais vu une carte, alors je sais pas si elle est vraie ou si elle est toujours à jour, hein, mais justement une sorte de carte de l'Amérique du Sud où tu as les pays les uns quasiment après les autres qui vont commencer à élire Mmh, des personnalités libérales. Je sais pas si mmh. c'est toujours d'actualité, mais Ouais, tu bien vois, sûr. peut y avoir, tu sais, avant on disait que c'était la pieuvre rouge du communisme qui se répandait en Amérique du Sud, peut-être que là maintenant ça sera la pieuvre libérale, j'en sais rien, toi. Ouais, ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que, l'Amérique du Sud a été un laboratoire, politique et c'est vrai que les idées, communistes, elles sont beaucoup, parties, par là, enfin de là et se sont répandues ailleurs après et les grandes figures, bolivariennes, guévaristes et cetera, c'est vraiment toujours, latino-américain et peut-être effectivement que ça va être l'inverse, que ça va être un mouvement, de liberté qui naît en Amérique latine pour se répandre ailleurs avec des grandes figures. Milei aujourd'hui, peut-être demain tu en auras d'autres. Là, tu as Mmh. Cast au Chili, tu en as un au Pérou, tu as un candidat en Colombie, il y en a un qui a gagné au Paraguay. Il y a et c'est logique que ça se propage, aux frontières puisque ils ont quand même une culture qui est, très similaire. Ils partagent vraiment beaucoup de choses. La langue et la proximité géographique fait que en plus les problèmes sont souvent les mêmes. Ils disent: «Attendez, les copains à côté, ils ont éliminé et regardez, ils ont 5 de croissance là, comment on fait nous?» Donc ouais, ouais, c'est sûr que c'est un espoir qui le dépasse. Après le gars, c'est pas un saint, c'est pas un extraterrestre, il peut pas être parfait, tu vois? Donc Mmh, bien sûr, forcément que ouais, mais oui, bien je sûr. comprends pour le foot. Ça me fait penser un peu à Bukele en Amérique centrale. Où tu sais, tu les pays aux alentours comme le Honduras qui commencent à se dire: «Ah ouais, peut-être que la méthode elle est pas trop mal». Bon, c'est un peu différent de ce que fait Millet, tu vois? Mais il y a toujours un peu on va dire, cette concordance où l'un et l'autre, en fait, veut rétablir un climat de sérénité et de certitude, hein, pour les individus pour qu'ils puissent
mieux planifier leur propre vie. Donc ils le font de manière différente parce que le contexte dans lesquels ils ont émergé l'un et l'autre sont totalement différents et c'est pas forcément les mêmes solutions, qu'il fallait appliquer au Salvador et qu'il fallait appliquer en Argentine. Mais moi, c'est ça qui m'impressionne énormément, tu vois? C'est que, tu prends le continent américain global, hein, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est un continent qui est beaucoup plus jeune que l'Europe, tu vois? La vieille Europe. C'est un continent qui a pourtant beaucoup de similitudes avec nous. C'est très latin, culture catholique et tout et pourtant, eux, ils sont en train de tu vois? C'est comme si tu avais deux univers parallèles, hein, de la culture occidentale qui sont en train de se mettre en place, tu vois? Tu as à la fois l'Europe qui est en train de faire tout ce qu'il faut pas faire donc de plonger et à côté de ça, tu le nouveau monde qui lui, a fait de la merde, mais qui commence justement à se remettre sur les bons rails et tu Mmh. un peu comme ça 2 destins qui commencent à se séparer et 2 versions de l'Occident qui sont en train de se créer. Il y en a une qui va mieux réussir que l'autre, ça j'en suis persuadé. Mais c'est intéressant je trouve, hein. Et toi, par exemple, toi, si tu réfléchis sur des périodes de temps suffisamment longues, par exemple à l'échelle d'une génération, si tu dis: «Mais là dans 30 ans après le Covid, 30 ans après la fin du moment unipolaire», on pourrait dire, à quoi va ressembler le monde, en 2050? Ça fait peur, hein. Enfin, toi tu te dis: «Mais le» C'est une bonne question. Après, comme tu l'as dit, comme il y en a une qui va mieux fonctionner que l'autre, espérons aussi que, ben, celle qui a moins bien réussi prenne exemple sur celle qui a bien réussi. J'espère quand même qu'à un moment, on va se réveiller, on va pas continuer à faire les idiots pendant 30 ans, alors qu'on a un modèle, qui marche de l'autre côté de l'Atlantique. Heu, Mmh. moi, je sais pas à quoi ressemblera le monde dans 30 ans, mais j'ose espérer que le fait que ce ne soit pas qu'un feu de paille, dû à une personnalité politique, mais plutôt un vrai changement de mentalité, profondément ancré dans, la société argentine et je les connais beaucoup moins bien, mais je suppose dans les autres pays, latinos dans qu'on a évoqués, vont faire que sur 30 ans, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, même si parfois il y a des, défaites électorales, des mouvements de balancier tu auras un groupe, tellement convaincu qu'en fait ces idées-là, bah, la fenêtre de verre elle sera déplacée et que tout le monde sera allé vers plus de liberté individuelle et donc effectivement ce continent sera, totalement transfiguré Mmh. et peut-être qu'on verra des trucs, qu'on ose à peine espérer aujourd'hui, tu vois? Par exemple, effectivement, on le disait, peut-être l'émergence de petits territoires, indépendants ou de communautés, en zone franche ou de concurrence, tu vois, fiscale et géographique, autorisée par ces États-là. Parce que tu auras tellement de gens dans le pays qui sont convaincus que, bah, ouais, en fait, pourquoi pas? Peut-être, peut-être. Ah bah, oui, non mais c'est clair. C'est un bon sujet là que tu touches du doigt et moi je suis persuadé que dans 30 ans ça va être un modèle qui va émerger, hein, de toute façon, avec la technologie, avec des nouveaux outils de résilience individuelle, d'autonomie individuelle comme avec Bitcoin, avec l'IA, avec ce genre de choses. En fait, l'arbitrage, juridictionnel, géographique sera beaucoup plus simple, hein, et les États auront beaucoup plus intérêt justement à attirer à eux les créateurs de richesses, hein, et ça tu vas le voir en fait et tu vas avoir comme ça des mouvements de ouais, peut-être des grands mouvements d'expatriation, des grands mouvements justement de mise en mouvement de ces individus-là d'un pays vers un autre, hein, et je pense qu'on va avoir comme ça, comme tu dis, des sortes de micro, peut-être pas micro-États, mais tu vois, micro-communautés qui seront peut-être mobiles, peut-être qu'ils vont aller s'établir dans tel ou tel pays, parce que le pays d'accueil aura bien compris qu'ils ont plus intérêt à avoir ces micro-communautés, à leur céder 2-3 hectares, j'en sais rien, de terre. Parce que tu sais, c'est un peu la vision des évangiles, quoi. C'est les individus, c'est le sel de la terre, tu vois? Tu as Mmh, intérêt d'avoir des individus productifs chez toi et tu as tout intérêt à les attirer et les faire fuir de leur propre pays d'origine. Peut-être on ira vers ça, j'en sais rien, tu vois? Peut-être que là c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut voir un peu le travail qu'on fait aujourd'hui. Moi, c'est un peu comme ça, des fois, je le vois de temps en temps. C'est peut-être des fois planter la graine de la liberté et après les individus, vont mener leur propre vie, quoi. Peut-être en France, peut-être ailleurs, mais au moins on aura fait, notre boulot et après les gens vont s'emparer de ça et ils essaieront de faire de leur mieux. mmh, On verra. exactement, ouais. Bah, écoute Romain, là, de toute façon, on va arriver à la fin de l'épisode. Un peu plus d'1 h 20 là qu'on discute ensemble. On va aborder plein de sujets, la bataille des idées, l'Argentine, la France, Beacon Society, donc beaucoup de choses, beaucoup de projets que tu mets en avant.
une bataille culturelle, une bataille des idées qui s'annonce extrêmement, électrique. En tout cas, moi j'ai hâte là qu'on soit dans les prochains mois, en 2027, ça je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Pourquoi? Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Tu sais, faut ça aussi, et ça je pense que les libéraux ils sont assez forts là-dessus, tu vois? Faut pas être pessimiste, tu vois? Faut être optimiste. C'est-à-dire que c'est le combat, faut aller, tête bêche dedans. Faut aller débattre avec le socialiste, faut lui mettre la tête un peu dans sa merde et se dire qu'en final, les idées bonnes, c'est nous qui les avons et eux, ils ont les idées de merde et quoi qu'il arrive, l'histoire nous donnera raison d'une manière ou d'une autre. Mais comme disait Jeanne d'Arc, la bataille enfin, comment dire? La victoire, elle est assurée, mais entre maintenant et la victoire, et bah, on va se battre, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'il faut, c'est Ouais, très c'est ça. français. Non, mais c'est ça, c'est, dur de le faire en gardant toujours son calme. Oh oui. Mais mais je suis d'accord avec toi, et qu'on va rigoler, ça c'est sûr, parce que c'est tellement le bazar qu'elle peut être que passionnante, cette, l'élection de 2027 là. Après, j'espère qu'il en sortira quand même quelque chose de bon. Je pense qu'on a donné pas mal de pistes et de messages d'espoir ce soir, donc il y a de quoi faire. Ouais, et on essaye d'en donner aussi au quotidien parce que justement, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet pour ceux qui voudraient te suivre et Eh avoir une bien, petite dose d'optimiste, au quotidien? ouais, alors parfois on rage un peu, mais c'est souvent c'est toujours constructif. C'est donc, l'Émiléiste française sur X, sur Insta, sur Facebook, et ouais, on publie, plusieurs fois par jour, un peu tout ce qui nous passe, par la tête, Mmh. Je mettrai de toute façon les liens, des réseaux sociaux d'Emilyst en lien de l'épisode de podcast et sur YouTube, hein, dans la description de la vidéo, donc pour aller voir, tout ça. Allez les suivre parce que, comme tu dis, hein, vous réagissez sur l'actualité, vous faites des posts aussi qui sont bien sentis, qui justement qui véhiculent les bonnes idées de manière très concise et très percutante, donc c'est toujours bon. Il y a une bonne dose de liberté à prendre au quotidien dans vos posts, hein, donc je vous encourage à aller les suivre. Si vous me suivez de toute façon sur X, c'est le genre de contenu que vous allez voir ça comme utile, hein, vous allez adorer, donc allez suivre ça. Et aussi, bah, d'ailleurs, ouais, sur Instagram et cetera. Moi, je j'ai pas du tout Instagram, donc ça marche bien d'ailleurs sur Instagram? bah, c'est un peu de ma faute. Bon, déjà, je suis pas très bon pour transposer le contenu de X vers Insta. C'est pas les C'est mêmes ouais, c'est trucs, tu sais, il faut particulier, faire ouais. des reels, il faut faire des images et tout, donc Mmh. déjà, bon, j'ai pas le temps, et en plus, j'ai pas l'assiduité d'envoyer tous les posts qu'on fait systématiquement sur les autres plateformes. Mais ouais, c'est purement de ma faute, j'ai pas le temps de tout faire. Mais il y avait des vidéos, j'avais mis des vidéos, de discours de Milei ou d'interventions télévisées de Milei avec les sous-titres. Il y en avait quelques-unes qui avaient cartonné sur Insta, ouais, ça avait très bien marché, donc il faudrait que je Mmh. Ah, c'est vrai que ouais, petite réflexion de fin, mais c'est vrai que nous, notre réseau, c'est X, hein, forcément. Ça, c'est là où on a les gros comptes, hein, de toute façon, libéraux, mais c'est vrai que les gens à convaincre, ils sont pas tellement sur X, hein, ils sont plutôt sur bah, non. Instagram, TikTok et tout. C'est la Gen Z, c'est tous ces autres Français, en fait, qu'on côtoie pas du tout sur X, hein. Mais c'est eux, ouais, tu sais, si dans leur feed de chat ou de trucs à la con, tu peux mettre un petit short ou un petit réel de Bah, Javier c'est Milei qui ça. casse en deux un socialiste. Bah, c'est ça. C'est 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 ça, c'est important. l'idée qu'on a avec le média, c'est qu'on veut aller, ouais, sur ces plateformes-là avec des formats différents, parce que sur X, l'écrit, marche très bien, mais sur les autres, il n'existe pas. Ouais. Donc tu es tout de suite obligé, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'articuler, un bon article, de faire quelque chose qui tient la route, tu vois? D'ailleurs, tu le fais très bien tout le temps. Par contre, de faire une bonne vidéo, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Heu, moi, j'y arrive pas, donc voilà. Non Et plus, t'inquiète pas, moi non plus. ouais, Mais c'est du taf, hein. C'est du ouais, c'est du taf taf, et c'est la division du travail, quoi. Il y en a qui sont mieux que nous à ça et c'est je ça. sais que dans notre milieu, il y en a qui se débrouillent pas mal, hein. Je sais qu'à Foirist, Ben, d'ailleurs, je passe un appel, hein, si, ouais, si quelqu'un est intéressé pour bosser avec moi sur, l'aventure du média libéral, je cherche, quelqu'un qui soit, voilà, agile sur les réseaux sociaux et qui soit capable de faire un peu de montage, d'édition de contenu. Je pense que j'aurais besoin d'aide.
message passé. Donc c'est des, personnes alignées, idéologiquement qui écoutent et qui ont les compétences, bah, n'hésitez pas à contacter Romain pour justement contribuer encore plus à la bataille des idées. Bah, écoute, bah, nickel. Bah, encore une fois merci à toi Romain d'avoir accordé de ton temps là pour être avec moi ce soir-là. On a abordé plein de sujets super intéressants, plein de projets là, hein, qui vont arriver donc ça c'est toujours très encourageant. Hâte de voir, tout ça, se mettre en place. Et puis voilà, bah, encore une fois merci à toi et puis n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Ulrich. Puis, bah, merci, d'avoir été aussi nombreux ce soir, puis je vous dis, à une prochaine. Allez salut.